On le voit souvent à Tadoussac, au Bergeronne, dans le fjord ou près des îles du Saint-Laurent. Une petite tache blanche dans l'eau, parfois seule, parfois en groupe, presque toujours en train de chanter. Le beluga, une baleine pas comme les autres. Pas de fanon comme les grandes baleines, pas de cornes comme son cousin le narval, mais un front bombé et une voix digne d'un orchestre de science-fiction. Le beluga, c'est un canari des mers version Saint-Laurent. Un animal social, vocal, ultra attachant, mais aussi, disons-le, en difficulté. On l'imagine souvent dans l'Arctique nageant entre les blocs de glace, mais ici, dans les eaux salées du Québec, il vit une toute autre histoire. Une histoire ancienne, une histoire fragile. Facile à repérer, mais difficile à comprendre. Pourquoi sa population ne remonte pas? Comment fonctionne sa société? Et qu'est-ce que ces chants veulent bien dire? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai fait ce que toute bonne enquêtrice ferait. Je suis allée voir l'un des plus grands experts au monde sur le beluga, Robert Michaud. Avec lui, on plonge dans 40 ans de recherche, de persévérance et de passion. Robert Michaud, je suis biologiste et je suis directeur scientifique pour le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Et vous l'entendrez vous le dire un peu plus tard, le beluga, c'est un animal très cool. Bienvenue dans Balado, au cœur du Saint-Laurent, à la découverte des espèces aquatiques en péril. Aujourd'hui, on va suivre les clics, les chants et les indices pour mieux comprendre le plus sonore de nos voisins marins, le beluga du Saint-Laurent. D'abord, c'est quoi un beluga? Blanc comme la glace, rond comme un ballon et souriant comme s'il venait de faire une blague. Le beluga n'a rien d'une baleine classique. C'est un petit cétacé trapu, au cou flexible et au front bombé, un front qu'on appelle aussi le melon. Ce qui le rend unique, c'est qu'il peut bouger sa tête, littéralement. Et dans le monde des baleines, c'est une rareté. Le beluga, c'est une petite baleine blanche, mais qui est plus apparenté à un dauphin qu'à une baleine. C'est un être un peu exceptionnel dans le sens qu'il n'y a pas d'autres animaux dans sa famille. En fait, il y en a seulement un autre, c'est le narval. Alors, c'est une petite baleine qui vient de l'Arctique, donc qui vit dans les eaux polaires, au Grand Nord, dans l'hémisphère nord de notre planète. Mais on a la chance d'avoir une petite population de belugas dans le Saint-Laurent qui habite isolée de ses voisines, les belugas du Grand Nord. Son seul cousin, le narval, avec sa grande défense torsadée comme une corne de licorne. Mais le beluga du Saint-Laurent, lui, est dépourvu d'accessoires. Il se distingue autrement. Par sa forme arrondie, par sa peau d'un blanc très pur, et surtout, il se distingue par sa voix. Donc, il est trapu, tout blanc, assez lent, et pourtant, il fait craquer tout le monde. Pour moi, les belugas, c'est un des animaux les plus cool qui existent. Si vous regardez la bouille, le visage d'un beluga, c'est une espèce de grand sourire. C'est un beluga qui vit à un rythme lent. Contrairement au dauphin, qui est très, très rapide et qui est très, très raide, le beluga est un animal cool. Mais derrière ce côté zen et ce calme apparent se cache un as de la communication. Un animal qui voit avec les sons, qui voyage en famille et qui vit toute l'année dans notre fleuve Saint-Laurent. Quand on le voit pour la première fois, ce qui frappe, c'est sa silhouette douce et bombée. Il n'a pas d'aileron dorsal comme les autres baleines, juste une petite crête dorsale. Ses nageoires larges et rondes ressemblent à des pagaies. Et sa tête est grosse par rapport à son corps, et son front, le fameux melon, peut changer légèrement de forme quand il émet des sons. Les mâles mesurent jusqu'à 5 mètres, les femelles un peu moins. Les adultes peuvent peser plus d'1 tonne. Et pourtant, dans l'eau, ce sont des super nageurs et aussi des super chanteurs. Si le beluga avait un microphone, il pourrait nous faire danser. On a, dans le Saint-Laurent, des canaris des mers qui ont un répertoire vocal à nous faire danser. Bon, on n'avait pas de micro pour les belugas, mais on peut quand même les écouter. Voici à quoi ressemble la voix des belugas chez nous, dans le Saint-Laurent.
Et ça, c'est pas un bruit généré par une intelligence artificielle, c'est vraiment leur langue, leur code et leur monde. Le surnom de canari des mers, c'est pas pour rien. Le beluga produit une véritable symphonie de sons. Et cette symphonie, elle sert autant à s'orienter qu'à chasser ou jouer. Voir avec les sons, c'est comme avoir un sonore, comme pour les dauphins. Et ce qui rend les belugas du Saint-Laurent encore plus spéciaux, c'est qu'ils ne sont pas seulement de passage. Ils vivent ici toute l'année. Les belugas du Saint-Laurent, c'est comme des réfugiés climatiques. Mais c'est des réfugiés, il faut remonter dans le temps, d'il y a très longtemps. Il y a très longtemps, l'Arctique était couvert de glaciers. Et tous les belugas qui habitaient autour du pôle Nord ont dû migrer, soit dans l'Atlantique ou dans le Pacifique. Alors, c'est des refuges. L'Atlantique et le Pacifique étaient des refuges pour les belugas. Et quand les glaces se sont retirées, tous les belugas sont retournés dans les eaux arctiques, ceux du Pacifique vers la mer de Beaufort au nord de la Russie, puis ceux de l'Atlantique sont retournés autour du Groenland, autour du Canada. Mais il y a une petite population qui est restée dans le Saint-Laurent. Puis aujourd'hui, les belugas du Saint-Laurent vivent isolés de toutes les autres populations de belugas qui vivent autour du cercle polaire. Alors, nos belugas du Saint-Laurent, c'est des réfugiés climatiques d'il y a 10 000 ans. Et ils sont parfaitement adaptés à leur territoire. Une épaisse couche de gras pour résister au froid, une nage lente et précise, une société sociale, vocale et solidaire. Bref, le beluga, c'est un mammifère marin pas comme les autres. Et pour plusieurs communautés vivant sur les rives du Saint-Laurent, il n'est pas qu'un animal fascinant. Il fait partie d'une relation ancienne, profonde, qui mérite d'être écoutée avec attention. Près de l'Anse-aux-Bergeronnes, des os de beluga vieux de plus de 5500 ans ont été découverts. Ces sites témoignent de pratiques saisonnières de chasse collective où les mammifères marins étaient rabattus vers les baies peu profondes. Même pendant la période du Moyen Woodland, de 1000 à 1500 avant Jésus-Christ, les peuples iroquoiens pêchaient ces baleines dans le Bas-Saint-Laurent. Ces traces archéologiques montrent à quel point le beluga était intégré dans la vie des communautés il y a des millénaires. Certains contes de l'Arctique racontent des histoires étonnantes. Dans le Nunavik, les Inuits ont développé depuis des siècles une connaissance fine de leur environnement. Ce qu'on appelle leur TEK pour Traditional Ecological Knowledge, leur savoir traditionnel écologique, ça comprend des cartes de migration, des observations sur les comportements, la reproduction, la qualité de la glace, tout ce qui touche à la vie des belugas. En plus, des projets tels que le Boudep Teaut, le Sentier du Beluga en Wolastoqey, ont vu le jour en collaboration avec la Première Nation Wolastoqey-Quasipekuk. Inauguré en juin 2024, cet observatoire combine guidage autochtone, sciences modernes et sensibilisation tout en respectant les belugas. Si vous avez envie d'aller voir ça, c'est dans le coin de Kakuna, donc près de Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, les connaissances scientifiques sur le beluga, ses déplacements, son état de santé, ses réponses au bruit, sont enrichies et parfois corrigées par les observations des gardiens du territoire. Par exemple, les cartes de migration produites par les savoirs écologiques autochtones traditionnels facilitent la protection des zones cruciales du Saint-Laurent. Et dans les rapports du COSEPAC, ces savoirs traditionnels sont considérés comme essentiels pour comprendre et préserver l'espèce. Le beluga n'appartient à personne et il nous enseigne ce que ça veut dire vivre ensemble, dans la science et dans la sagesse. Parallèlement à notre quête de tenter de comprendre pourquoi les belugas ne se rétablissent pas, on a une autre quête aussi qui est de comprendre qu'est-ce que sont les belugas, comment vivent les belugas. Puis dans les premières années, on a étudié les belugas à partir de nos bateaux de recherche, avec des jumelles, avec des caméras. On a appris à reconnaître les belugas un à un. On a construit une espèce d'album de famille. Alors, il y a des belugas que j'ai rencontrés en 1983, la première année que j'ai commencé à naviguer sur le Saint-Laurent. J'ai commencé à étudier les belugas en 1985. En 1985, j'ai fait agrandir mon album de famille. Aujourd'hui, il contient plus de 250 belugas, dont plusieurs que j'ai rencontrés en 1985. Un album où chaque page est une photo d'un dos de baleine.
Des cicatrices, des bosses, la forme du melon, ce front qui est très, très mobile. C'est comme lire une histoire, mais dans les rides de la peau. Mais ça, c'était la première étape. Les chercheurs ont troqué le carnet pour des capteurs et l'appareil photo pour des outils du futur. Aujourd'hui, on continue à photographier les belugas à partir de nos bateaux, mais on les étudie avec plein de nouveaux instruments. On a déposé des balises enregistreuses sur le dos des baleines, des belugas à l'aide de ventouses. On suit les belugas avec des hydrophones sous l'eau, on peut les entendre, mais on les observe également avec des drones. Alors, nos outils se sont multipliés. Imaginez, des micros sous l'eau, des balises temporaires sur le dos et des drones qui suivent le tout depuis le ciel. Les scientifiques ne se contentent plus de voir, ils entendent, ils plongent dans les conversations. Et non, ce que vous entendez, c'est pas un bug dans votre radio, c'est une langue sans voyelle, sans consonne, mais pleine de sens. Et chaque son transporte une intention. Je suis là, t'es où, est-ce qu'on plonge ensemble? Les scientifiques apprennent à traduire ces sons-là, mais en silence, sans les déranger. Surveillance totale, mais version douce. On les espionne pas, mais presque. On écoute et parfois on découvre. Parce que le plus surprenant, c'est peut-être pas dans les sons, c'est dans les gènes. On a de la génétique pour savoir reconstruire en quelque sorte les arbres familiaux, l'arbre génétique des belugas. Alors, on découvre à chaque année un peu plus. Un arbre génétique en ADN, des fragments de peau, des cellules dans les excréments, et vous obtenez une famille. Et c'est là que le casse-tête devient complètement captivant. Au centre de ce monde, il y a les grands-mères. On a découvert des animaux qui vivent dans une société vraiment complexe. On a même découvert que, pas notre équipe, mais notre communauté a découvert que chez les belugas, il y avait une particularité tout à fait exceptionnelle parmi tous les mammifères de la planète. Chez les belugas, il y a des grands-mères qui sont ménopausées. Comme chez les humains, chez les belugas, à l'âge de 40-45 ans, les femelles cessent de se reproduire, mais elles restent des acteurs, des actrices importantes de leur société, de leur communauté. Et ça, on observe ça seulement chez 5 espèces de mammifères en dehors des êtres humains. Et c'est quelque chose qui est pour nous assez fascinant, qui est symptomatique d'une société complexe. Et cette société complexe-là, elle est fondée sur des longues lignées matrilinéaires. On dit aujourd'hui que cette société-là, elle est matrifocale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des activités des belugas qui sont organisées autour du rôle des femelles et peut-être même autour de ces grands-mères-là qui arrêtent de se reproduire, probablement pour aider leurs proches, les membres de leur communauté, peut-être même leurs filles, à élever leurs propres jeunes. Elles ne donnent plus la vie, mais elles la guident, comme les matriarches chez les orques, les dauphins ou les éléphants. Peu d'espèces vivent ça. La ménopause chez les animaux, c'est rare. Et ce n'est jamais inutile. Chez les belugas, ces anciennes deviennent des livres ouverts. Elles savent où aller, quand manger, quand se sauver, et tout ça sans manuel, juste de l'expérience. Résultat, ce ne sont pas juste des groupes qui nagent ensemble, ce sont des communautés. C'est une société riche et complexe avec lesquelles on partage le Saint-Laurent. C'est des animaux fabuleux qu'on fait juste commencer à découvrir. Et plus on découvre, plus on veut comprendre. Je dois vous avouer que à chaque 5 ans, il y a une nouvelle révolution dans nos outils et à chaque 5 ans, mon appétit pour en apprendre plus grandit. C'est comme une enquête sans fin. Chaque nouveau gadget scientifique ouvre une nouvelle porte. Et derrière, il y a un animal blanc, vocal, social, un animal pas si loin de nous. Pourquoi ils sont en péril? Le COCEPAC, le Comité officiel sur les espèces en péril au Canada,
a classé la population de belugas de l'estuaire du Saint-Laurent comme en péril en 2014. C'est une désignation confirmée face à une très petite population estimée entre 700 et 1200 animaux, soit moins de 20 de ce qu'ils étaient au début du 20e siècle. En fait, depuis presque 40 ans maintenant que la population des belugas a été mise sur la triste liste des espèces en péril, on cherche à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que cette population-là, qui a été un jour très abondante, qui a été extrêmement réduite par la chasse, pourquoi, depuis l'arrêt de la chasse, elle ne se rétablit pas? Le beluga du Saint-Laurent est en sursis, protégé, oui, mais toujours fragile. Et les scientifiques se posent une question toute simple, mais toujours sans réponse. Pourquoi ça ne repart pas? Depuis que la chasse est arrêtée, il y a plus de 40 ans, en 1979, on pense que la population n'a pas augmenté, qu'elle est stable, alors qu'elle aurait dû plus que doubler si tout allait bien. Il y a un décalage entre ce qu'on espérait et ce qui se passe. Et aujourd'hui, on regarde de plus près tout ce qui pourrait freiner leur rétablissement. Beaucoup de nos efforts de recherche visent à comprendre pourquoi les belugas ne se rétablissent pas. On a plusieurs pistes: la contamination, la modification de la disponibilité et de la qualité des proies, le dérangement par le bruit, la présence humaine. On a des pistes, mais on n'a pas encore d'explications convaincantes. La contamination, d'abord. Des substances chimiques invisibles comme les BPC ou les métaux lourds s'accumulent dans le gras des belugas. Ces toxines sont là depuis longtemps et même si certaines sont interdites aujourd'hui, elles continuent de circuler et de nuire. Ensuite, il y a le bruit, des cargos, des remorqueurs, des traversiers. Imaginez vivre dans une maison où ça cogne, ça vibre, ça hurle en permanence. Pas évident. Et surtout, la nourriture. Moins de proies, des proies de moindre qualité, le garde-manger change pour nos belugas. Et des femelles qui peinent à manger assez pour être en forme pour porter leurs petits et s'en occuper convenablement. On pense qu'il n'y a peut-être pas assez de bébés belugas qui sont produits à chaque année. Et on se demande pourquoi. Est-ce que c'est la contamination qui affecte le système de reproduction des femelles ou est-ce que c'est le manque de nourriture qui fait que les femelles ne sont pas assez en bonne condition pour mener à terme leur grossesse et élever leurs jeunes? Est-ce que c'est ces jeunes-là qui sont exposés dans le sein de leur mère, dans l'utérus, à des niveaux de contamination élevés, puis ça les rend non aptes à la vie? Des hypothèses inquiétantes, des bébés déjà intoxiqués avant même de naître, et des mères trop faibles pour terminer leur grossesse. Alors on regarde de plus près, on suit les individus à la trace, on compare leur état physique, leur comportement, leur capacité à se reproduire. Au fil des années, alors qu'on cherchait la piste dans les contaminants, maintenant on la cherche dans la nourriture. On suit maintenant à la trace des individus pour comprendre comment leurs conditions physiques évoluent et affectent leur capacité à se reproduire. Malgré tous nos efforts, la population des belugas ne se rétablit pas. Alors, nos recherches se sont raffinées. Alors, on n'a pas encore de réponse à cette question fondamentale. Pourquoi, depuis l'arrêt de la chasse, la population des belugas ne s'est pas rétablie? Et plusieurs de nos efforts de recherche visent essentiellement à répondre à ces questions-là en vue de trouver des solutions. Et cette absence de réponse est en soi un appel à rester mobilisé, pas dans le doute, mais dans l'action. Un souffle, un chant, une disparition. Les signaux d'alerte ne sont pas toujours rouges, parfois ils sont blancs. Et ils flottent dans le courant, chez nous, dans le Saint-Laurent. Pendant longtemps, dans les mines, les mineurs descendaient avec un canari, un oiseau plus sensible que les humains. Et quand il s'arrêtait de chanter, c'était presque déjà trop tard. Aujourd'hui, dans le Saint-Laurent, le beluga joue ce rôle-là. Il est notre canari dans la mine. Et sa voix nous avertit. Le Saint-Laurent, c'est un peu l'artère et le poumon du Québec. Toutes nos grandes villes sont situées sur le bord du Saint-Laurent. Et le fleuve, c'est pas juste un couloir d'eau. C'est un organe vivant, un système fragile, et le beluga en est le messager.
pour l'instant, il chante encore. Et tant qu'il chante, il faut l'écouter. C'est pas un hasard si les premières aires marines protégées du Québec ont été créées pour lui. Des zones où on ralentit, où on respecte, où on prend enfin le temps de cohabiter. En attendant, on n'attend pas des preuves, on agit, on protège les belugas, on a créé un parc marin, on a réduit la vitesse des navires dans certains secteurs, on a exclu certains secteurs des activités humaines. Mais ces mesures ne suffisent pas. Il faut que les gestes dépassent les frontières du parc marin, qu'ils commencent chez nous. Alors aujourd'hui, quand on regarde le Saint-Laurent, c'est pas juste une voie navigable, c'est pas juste un obstacle qu'on a à franchir pour aller de la rive nord à la rive sud de Montréal, de Longueuil, de Québec ou de Lévis. Le Saint-Laurent, c'est l'habitat des belugas et de plusieurs autres espèces de baleines et de phoques. Et tout ce qu'on peut faire comme enfant ou comme adulte pour protéger le Saint-Laurent, ça va aider les belugas. Ça veut dire faire attention à ce qu'on jette dans le Saint-Laurent, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on achète, à ce qu'on consomme. Alors, tout ce qu'on fait, en fait, tous nos gestes ont un impact sur nos voisins, puis les belugas, c'est nos voisins. Alors, aller à l'école à pied, adopter des bonnes habitudes de consommation, tous ces gestes-là pourront aider les belugas. Mais plus que ça, il faut changer de regard. Le beluga n'est pas qu'un symbole, c'est une preuve vivante de ce que la nature peut encore nous apprendre et de ce qu'il est encore temps de réparer. En fait, si on peut réaliser que les belugas respirent le même air que nous et que leur milieu de vie, eux, c'est le fleuve, mais qui vivent un peu comme nous, qui nous ressemblent beaucoup, bien, ça nous donne une bonne raison de faire attention au Saint-Laurent. Et si vous croisez un beluga en kayak, en bateau ou même près de l'eau, voici ce que dit Pêche et Océan Canada. 400 mètres de distance minimum avec les belugas dans l'estuaire ou le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. En bateau, ne pas arrêter. Ralentissez à 5 à 10 nœuds et éloignez-vous lentement si le beluga s'approche. En kayak, continuez de pagayer sans intervenir jusqu'à atteindre les 400 mètres. 400 mètres, c'est énorme, presque 4 terrains de foot. Oui, et c'est voulu, parce que les belugas sont sensibles. Le bruit d'un moteur ou votre présence peut les stresser, déranger leur recherche de nourriture ou les empêcher de bien communiquer. Il existe toutes sortes de règles comme ça, dépendamment de l'espèce de mammifère marin ou de l'endroit où on se trouve. Toutes ces informations seront dans le descriptif de l'épisode. Mais en gros, c'est assez simple. Respectez la distance, observez-les à partir de là et surtout, laissez-les vivre. Protéger le beluga, c'est protéger tout ce qu'il incarne. Un fleuve en santé, une chaîne alimentaire équilibrée, une société animale complexe et un Québec capable de se souvenir et d'agir. Et peut-être que ce sera grâce à lui qu'on fait survivre tout notre écosystème. Pensons au beluga comme un animal cool, qui vit tranquillement, qui se déplace tranquillement, puis qui a un répertoire vocal vraiment hallucinant. On est très chanceux de partager le Saint-Laurent avec les belugas. Malheureusement, ils sont en péril, mais ce qu'on a découvert de eux nous donne une raison supplémentaire de revoir notre façon de partager le Saint-Laurent. Non seulement sont-ils en voie de disparition, mais je crois qu'on est en voie de découvrir des animaux qui, comme quelques animaux iconiques sur la planète, je pense aux chimpanzés, aux dauphins grands souffleurs, aux éléphants, des animaux qui, chacun à leur façon, ont développé des façons d'habiter la planète ou les océans de façon aussi extraordinaire que nous, les humains, l'avons fait. Alors, on n'est pas tout seul sur la planète, on partage la planète avec des animaux qu'on commence à peine à découvrir. Alors, ça vaut la peine de mieux les protéger parce que je pense qu'on va découvrir des choses fabuleuses. Le beluga, c'est un animal cool, mais c'est pas pour ça qu'on le protège. On le protège parce qu'il nous oblige à regarder autrement, à ralentir, à écouter et à comprendre qu'un fleuve en santé, c'est pas un luxe, c'est une base, une condition. Merci à Robert Michaud pour son regard, son engagement et cette science au service du vivant qu'il nous a partagé aujourd'hui. Merci à vous qui nous suivez dans ces plongées audio. Poser des questions, c'est déjà faire un pas vers la solution.
Toutes les sources, les liens vers le GREM, leurs projets de recherche, les sons de beluga, toutes les ressources sur les belugas vont être dans le descriptif de cet épisode. Balado est une production de Jeunesse maritime du Saint-Laurent avec l'appui du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces aquatiques en péril de Pêche et Océan Canada. Merci à Tommy Goupil au montage et à la réalisation. Et je vous rappelle que si un jour on vous demande à quoi ça sert une baleine blanche dans un fleuve, je vous conseille de répondre ceci. Ça sert à tout. À bientôt pour un prochain épisode.